Ah, vous allez voir, c'est vachement préparé. Bon. Oh là. Bon, là, il fait nuit, maintenant, ça doit être le moment où il faut démarrer. Très bien, mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux d'être avec vous ce soir pour ce grand débat sur l'innovation frugale, les low-tech et tout ce genre de choses. Je m'appelle Alan Fustek, je dirige le cabinet Goodwill Management et également l'agence Lucie qui délivre le label du même nom. Vous avez vu notre village Lucie là juste à côté. Et j'ai le grand plaisir ce soir d'animer une très belle table ronde avec des intervenants, vous allez voir, vraiment passionnants, sur les basses technologies. Alors, je vais présenter nos invités dans quelques instants. Je vais demander pour débuter ce grand débat à Philippe Biwix de venir sur scène. Et Philippe, que je vais présenter très rapidement, mais que tout le monde connaît, je pense, va nous faire une première allocution d'ouverture, introduction sur pourquoi on parle de ces sujets de basse technologie, pourquoi c'est important, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Et puis ensuite, je demanderai à nos invités de venir sur scène à leur tour. Et puis, je vais, comme le veut la tradition, leur poser toute une série de questions sur les low-tech, sur leurs expériences en low-tech. Et puis, on s'organisera pour que, vers la fin de ce débat, vous ayez le temps. Il reste suffisamment de temps pour quelques questions avec la salle. On n'en prendra certainement pas autant qu'on le souhaiterait, mais on va quand même s'organiser pour avoir un échange avec vous en temps réel. Et donc, Philippe, merci mille fois de ta présence sur scène. Alors, je dis deux mots sur Philippe, mais je pense que tout le monde le connaît parce que dans l'univers de l'économie frugale et low-tech, il est particulièrement connu. Tu es centralien, tu es auteur du livre L'âge des low-tech, qui a effectivement été lu au moins 3 fois par chacune des personnes qui se trouvent dans cette salle. Mais c'est pas grave, comme on a tout oublié, tu vas bien nous expliquer de quoi il s'agit. Et puis ensuite, nous rentrerons effectivement dans l'échange avec les autres intervenants. Voilà, c'est à toi Philippe, merci. Merci Alan. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, c'est pas du tout préparé, comme avait dit effectivement Alan. En fait, j'avais pas pensé que c'était une keynote. Je pensais juste que je faisais une intro tranquille de la table ronde, mais ça c'est pareil. Bien. Voilà. Alors, donc effectivement, j'ai écrit ce livre, L'âge des low-tech, en 2014. Je pensais pas que la dénomination low-tech finalement finirait par faire son petit bonhomme de chemin institutionnel au point d'en avoir des tables rondes à ce prestigieux salon. Mais tant mieux. Voilà. Alors, du coup, dans la vraie vie, je travaille chez AREP. Je vous expliquerai tout à l'heure, peut-être pour la table ronde, absolument, en quoi consiste AREP et ce qu'on essaie de faire aussi chez AREP, sous le contrôle de mon patron qui est dans la salle. Donc, c'est assez... je vais faire attention. Alors, les low-tech, en fait, au départ, pour moi, ça partait d'un diagnostic un petit peu pénible sur la question des promesses technologiques. C'est vrai qu'on est quand même globalement, alors sauf peut-être ici par exception, biberonné à ces fulgurantes promesses du numérique, de la disruption, des smart cities, peut-être des voitures volantes autonomes demain avec Uber. Voilà, donc il y a quand même globalement une propension dans nos sociétés technologiques et où effectivement on a vécu une accélération technologique particulièrement rapide ou exponentielle ces dernières décennies, à se dire qu'on on a toujours trouvé, l'humanité a toujours trouvé des solutions, et donc là il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas des solutions, donc on va mettre le paquet sur l'approche technologique et high-tech. Et en fait, malheureusement, quand on regarde un petit peu les faits, c'est plus embêtant que ça, et s'il serait idiot de nier un certain nombre de progrès
évidemment indéniables. Je pense par exemple au monde de la médecine ou à d'autres. Il y a aussi des effets un petit peu pervers et problématiques qui me font dire, et dire à de plus en plus de gens d'ailleurs, que la course en avant technologique, la croissance, qu'elle soit verte ou pas, à base de progrès technologiques, pourrait bien en fait nous envoyer dans le mur sans s'en rendre compte et avec les meilleures intentions. Alors quels sont ces effets un peu pervers ou problématiques ? Le premier, c'est la question de l'impact environnemental finalement croissant de toutes ces technologies. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à parler de dématérialisation, on passe notre temps à parler d'efficacité, d'efficience, et donc aidé par le numérique. Et en fait, malheureusement, la facture globale continue à s'élever. Alors, elle s'élève dans l'énergie, par exemple. Alors, typiquement, le numérique, l'impact environnemental numérique commence à se voir. Ça représente déjà 10% de l'électricité mondiale. C'est-à-dire que ça émet plus, compte tenu du mix énergétique, là où effectivement l'électricité est consommée, ça émet plus de CO2 que le transport aérien, alors que n'émettait le transport aérien avant l'épisode sanitaire que nous vivons. Et c'est en croissance en même plus rapide que le transport aérien à l'époque. La question des ressources est extrêmement importante. Il n'y a pas que l'énergie. On est dans une logique d'extractivisme, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas du tout à être dans une économie circulaire. On continue à extraire. Et les high-tech, le numérique, les nanomatériaux, des choses un petit peu spécifiques, nous font taper dans le stock de manière accélérée et avec des ressources qui sont en général d'ailleurs plus rares que les ressources qu'on avait l'habitude d'utiliser. Donc c'est typiquement toutes les petites poudres de perlimpinpin qu'on va trouver dans les smartphones ou autres, des dizaines de métaux différents. Et en fait, on n'est pas du tout en train de dématérialiser, on ne vit pas dans une économie de la connaissance ou dans une économie qui serait basée sur de l'immatériel et des services. On est au contraire dans une société hyper industrielle et non pas post-industrielle. Et on accélère chaque année la quantité de matériaux qu'on utilise. Donc on n'est pas dans du découplage. Vous savez que les économistes parlent de découplage, de la capacité à continuer à faire de la croissance tout en émettant moins de gaz à effet de serre, en consommant moins, etc. Là, au contraire, dans les ressources, on va plus vite, on consomme de plus en plus de ressources et plus rapidement que la croissance du PIB. Deuxième problème, c'est que on pourrait dire les ressources, finalement, on va se débrouiller, on va extraire une certaine quantité, après on va faire de l'économie circulaire. Il n'y a rien qui se recycle mieux qu'un métal. On peut refaire un câble de cuivre avec un autre câble de cuivre. On peut refaire, voilà. Plus facile, par exemple, que dans les plastiques. Je sais que c'est un sujet qui a pu être abordé ailleurs, ici sur le salon. En fait, malheureusement, non. La manière dont on conçoit tous nos produits high-tech, à cause de la miniaturisation, à cause de l'utilisation d'alliages de plus en plus précis, spécifiques et qui réclament des grandes puretés de matériaux, on s'éloigne de l'économie circulaire au lieu de s'en rapprocher. Et donc, l'exemple emblématique, c'est qu'on a une vingtaine de métaux différents, très utilisés dans les high-tech, notamment les terres rares, mais pas que, qui sont recyclés à l'échelle mondiale à moins de 1%. C'est-à-dire, en langage non technocratique, ça veut dire zéro, parce qu'en fait, ils sont trop dispersés, trop utilisés partout, ou en additifs, etc. Donc, on consomme de plus en plus, on s'éloigne de l'économie circulaire. Et puis le troisième problème, c'est cette efficacité sur laquelle on mise, cet espoir de dire, oui, on va faire des voitures plus efficaces, on va faire des transports plus efficaces, on va pouvoir mieux partager, par exemple, grâce au numérique. Mais en fait, c'est balayé par l'effet rebond. C'est-à-dire que, historiquement, toute l'histoire technologique de l'humanité montre que à chaque fois qu'on a fait de l'efficacité technologique, on a aussi fait derrière de l'efficacité économique. Et donc, cette efficacité économique, elle va générer de la demande, ou elle va permettre, en tout cas, une offre de s'épanouir. Et donc, c'est le cas, par exemple, sur le covoiturage. Le covoiturage de longue distance n'a pas fait baisser la consommation de carburant, parce que on fait plus souvent Paris-Strasbourg, avec en plus un coût bien plus faible quand on peut partager sa voiture. Et puis, on a ça à peu près dans tous les domaines. On a ça dans le domaine de l'isolation, on a ça dans le domaine des voitures. Les voitures n'ont jamais été aussi efficaces. Les motorisations sont les meilleures possibles aujourd'hui, compte tenu de ce qu'ont fait les ingénieurs et techniciens. Mais comme elles sont plus puissantes, comme elles sont plus lourdes, elles émettent plus de gaz à effet de serre maintenant qu'elles en émettaient l'année dernière, l'année d'avant, etc.
Donc voilà, du coup, ressources, économie circulaire qui s'éloigne, effet rebond, tout ça, ça fait quand même beaucoup dans la casserole. Et donc, c'est ça qui, voilà, moi, m'avait fait conclure, quelque part, qu'il fallait faire extrêmement attention à ce discours de solutionnisme technologique et qu'il fallait très certainement, à minima, mettre plusieurs fers au feu et pas uniquement jouer les high-tech à tout prix et l'accélération technologique pour en gros inventer les ailes avant de sauter la falaise de James Dean, quoi, avec la voiture. Donc pour l'instant, on n'a pas les ailes, mais promis, elles vont arriver. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut passer à l'âge de pierre, à l'âge des cavernes. Il faut faire preuve de techno-discernement. On peut garder des choses, les ressources au bon endroit, là où elles sont utiles. Et c'est cette question d'utilité que ça interroge aussi, quoi. Donc les low-tech, je dirais que c'est... Il n'y a pas vraiment de définition, il n'y a pas vraiment de label. Peut-être que ça viendra. Je ne sais pas si c'est trop une bonne idée, mais on va en parler. Voilà, on va essayer d'avoir une définition. Enfin, chacun des invités va donner sa définition des low-tech parce qu'effectivement, c'est un sujet qui émerge. Voilà, je vous donne la mienne en espérant que ça ne sera pas bloquant pour les invités, mais je ne pense pas. C'est normal qu'il y ait plusieurs définitions et tout ça parte un peu dans tous les sens. Pour moi, c'est une démarche, en fait, c'est un questionnement qui consiste à se dire comment est-ce que je fais pour réduire au maximum mon impact. Et donc, ça pose des questions d'abord de sobriété, c'est-à-dire c'est tellement plus simple, avant de se jeter sur l'efficacité, de faire de la sobriété. Donc ça peut être dans le domaine du bâtiment de construire moins, ça peut être d'avoir des plus petites voitures, ça peut être d'enfourcher un vélo, ça peut être de se passer un certain nombre de services, un certain nombre d'emballages, etc. On peut appliquer la sobriété à tous les domaines, y compris la sobriété numérique. Ensuite, c'est la question de l'éco-conception. Donc là, on y reviendra, mais c'est quelque chose qui est déjà installé, qui avance. Il y a des ACV, il y a des outils, mais c'est vrai que c'est dur de passer à l'échelle et c'est dur de réussir à questionner, là encore, les performances des objets ou des services qu'on fournit. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la facture Internet est si énorme ? Parce que vous avez des data centers qui doublent, qui triplent l'ensemble des données, parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un site Internet qui tombe pendant quelques secondes, sinon vous avez des millions de dollars de chiffre d'affaires qui s'en vont quand vous êtes un grand acteur. Qu'est-ce qu'on peut questionner ce genre de choses-là ? Et puis la question de la place de l'humain. C'est-à-dire qu'on a encore, là, dans notre trajectoire technologique, eu tendance à privilégier la technologie comme source de productivité, c'est-à-dire fabriquer plus ou fabriquer autant avec moins de travail humain. On le voit par exemple dans l'agriculture. La smart agriculture aujourd'hui, c'est produire, c'est avoir un agriculteur qui va exploiter plus d'hectares avec des outils qui vont lui permettre de se déporter ou d'automatiser un certain nombre de choses. Et donc là encore, on a fait sans doute des choses très bien qui ont permis de réduire la pénibilité, d'atteindre un certain niveau de confort, de vie, etc. Mais on l'a fait au détriment du travail humain, d'une part, et au détriment, évidemment, de la planète. Donc, comment re-questionner aussi l'usage intelligent, le plus intelligent possible, du travail humain par rapport au travail de la machine. Merci beaucoup Philippe. Donc maintenant, je vais effectivement demander aux intervenants de venir sur scène. Et puis, au fur et à mesure qu'ils viennent s'installer et prendre un micro, je vais vous les présenter. Et puis ensuite, vous allez voir effectivement un certain nombre d'initiatives relatives à la sobriété, à l'innovation frugale, au low-tech. Et puis, on va débattre de tout ça. Donc, les voilà qui arrivent. Alors, Philippe, tu restes avec nous puisque tu vas aussi présenter des initiatives qui sont en cours du côté de la REP. Donc, tu es directeur général adjoint de la REP. Voilà, donc l'agence immobilière et d'architecture de la SNCF, c'est ça ? Oui, c'est une agence interdisciplinaire, donc architecture, urbanisme, ingénierie, design essentiellement, qui travaille, donc est filiale de Gares & Connexions, donc groupe SNCF, et qui travaille à peu près à 80% pour la SNCF, en particulier dans les questions de réhabilitation et de développement des gares, oui, mais aussi à 20% pour les acteurs publics et privés divers et variés à toutes les échelles. Merci. Voilà, Marie-Hélène Morvan. Donc, bienvenue Marie-Hélène. Marie-Hélène est ingénieure agronome, je crois. Tu es présidente de l'association Sobérisé. L'association a été créée en 2018, après que vous ayez écrit un livre qui porte le même nom, qui est d'ailleurs en vente sur le salon. Et par ailleurs, tu es une spécialiste de la transformation des grandes entreprises et actuellement chez Air France. Absolument. En charge des projets transverses, développement durable quand même. Oui, tout à fait. Voilà.
Quentin Mathéus, donc tu es, comment dirais-je, salarié du Low-Tech Lab depuis 4 ans, je crois. Tu es ingénieur et designer. Et donc, toi, dans l'équipe du Low-Tech Lab, tu travailles à la fabrication de toute une série de solutions low-tech très nombreuses dont tu vas nous parler tout à l'heure. Et je crois qu'en ce moment, tu es en charge d'un projet qui vise à voir comment, ça va être un sujet important de notre table ronde, comment on peut passer à l'échelle dans le monde de tous les jours. Oui, tout à fait. Et notamment, on pense que c'est en allant étudier ce qui se passe quand des organisations s'emparent du sujet de la low-tech et le font en cohérence. Donc on essaye de voir ce que ça donne à voir. Magnifique. Voilà. Christopher Santerre, tu es designer et tu es le cofondateur d'une belle initiative qui s'appelle l'Increvable. Tu vas nous en parler tout à l'heure. C'est un lave-linge qui a une espérance de vie d'environ 50 ans. Plus ou moins. Plus ou moins 50 ans. À une décennie près. Ah, voilà, c'est ça. Et donc là, on est au cœur des low-tech avec une application industrielle. Et effectivement, on va t'écouter très attentivement sur ce sujet dans les minutes qui viennent. Apolline Le Gall, donc tu es enseignante et chercheuse. Tu es cofondatrice d'une agence de design qui s'appelle Où sont les dragons ? Jusque-là, j'ai tout bon. Voilà, c'est ça. Et puis toi, tu vas aussi nous parler d'une belle initiative low-tech. Je crois qu'il s'agit d'une salle de bain. Et donc, on y vient tout à l'heure. Et puis, pour terminer, François Danel. Alors, vous n'allez pas intervenir dans cet ordre-là exactement, parce que François a une contrainte tout à l'heure. Il rentre chez lui avec un vélo, bien sûr. Et comme c'est loin, il est obligé de partir un petit peu plus tôt. Et donc, François, tu es cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Earthwake. Voilà, avec un associé, je crois, qui est Samuel Le Bihan, le comédien. Et donc, toi, tu vas nous parler effectivement d'un procédé pour fabriquer des carburants à partir de plastique. Exactement. Voilà. Bon, alors vous voyez, il y a de la diversité, mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que le sujet des low-tech, on n'en parle pas quand même depuis si longtemps que ça. Et là, vous voyez qu'il y a des tas de gens qui s'y intéressent de très très près. Et on va donc explorer un petit peu tout ce sujet avec eux. Alors la première question que je pose à chacun, mais vous vous souvenez de la préparation, vous répondez en 23 secondes et demie. Il faut être très très rapide, donc vous avez vachement bossé pour être très rapide. Je vous demande à chacun votre définition des low-tech, puisque c'est un sujet pour lequel nous n'avons pas encore de définition normalisée, académique, standardisée, peu importe. Et donc, voilà, il peut y avoir un petit peu de diversité, un peu de foisonnement. Alors, je vais y aller dans ce sens-là, puisque ça va aller très vite. Toi, tu as donné ta définition. Marie-Hélène, à toi. Donc, c'est moi, je me lance. Ouais. Alors, moi, je vais peut-être te donner une définition qui est plus sous l'angle du processus de la démarche et par opposition à des démarches qui sont plus courantes dans l'économie traditionnelle aujourd'hui, qui sont utilisées dans la pharmacie, dans la grande consommation, qui sont des démarches dans lesquelles on va identifier des centaines, des milliers de solutions possibles, d'idées possibles, et on va les screener petit à petit pour retenir celles pour lesquelles on pourrait trouver des pistes d'application. Donc en fait, le low-tech, pour moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on définit un besoin au départ, et c'est une innovation qui va être tirée par le besoin et non pas qui va créer le besoin. Ok, magnifique. Quentin, alors normalement on n'a pas le droit de se passer le micro, mais il n'y a personne qui regarde, ne vous inquiétez pas. Il n'y a personne qui regarde. Non, il en manque un. On n'a pas suffisamment de micros. Ouais. Voilà. Quentin, c'est à toi. Ma définition. Alors, au Low-Tech Lab, on a une définition assez élargie et qu'on veut complète. Sur 3 piliers, on parle d'utilité, donc c'est la réponse aux besoins de base, donc effectivement drivé par le besoin, mais on s'intéresse en particulier aux besoins essentiels. La durabilité avec un regard particulier aux ressources limitées, comment est-ce qu'on peut réemployer, utiliser des ressources locales, fabriquer localement, réparer localement, faire robuste, etc. Et une dimension aussi d'accessibilité, autant d'un point de vue économique sur le long terme, en termes de retour sur investissement, que d'accessibilité en termes de savoir. Voilà, on considère que la low-tech, c'est le plus simple possible pour être appropriable. Et donc, il y a un enjeu derrière de démocratisation de savoir-faire technique pour que les personnes soient capables de répondre plus localement, plus collectivement aux besoins de base qu'elles ont. Très très bien. Donc Christopher, c'est ton tour. Comment tu définis les low-tech, toi ?
Eh bien, je vais m'inscrire dans la continuité de ce qui a été dit. Moi, je dirais ce que je retiens et ce que je trouve fondamental dans les low-tech, c'est le low, la basse technologie. Comment on répond à des besoins essentiels avec moins de matière, avec pour un coût moindre, moins de complexité. Donc, c'est comment on fait équivalent ou mieux avec moins. Et ça, en tant que designer, forcément, ça nous parle. C'est même une maxime qui est à la base de notre métier. Faire plus avec moins et faire mieux avec moins. Donc moi, c'est vraiment ce que je retiens dans les low-tech. Et c'est un défi absolument incroyable parce que ça permet aussi de faire des choix de conception avec toujours en tête répondre à des besoins essentiels, comme on vient de l'évoquer. Merci beaucoup. Apolline ? Le micro va être allumé bientôt. Très bien. C'est bon, là on m'entend. Oui, non, mais évidemment, c'est dans la continuité de ces éléments-là. Moi, sur quoi je voulais insister, c'était effectivement, encore une fois, dans une perspective de designer, la question, en fait, assez paradoxale, dans low-tech, on ne part pas de la tech. En fait, on part vraiment des besoins et des usages, et on va mettre ou remettre la tech à l'échelle du moyen et non pas de la fin, ce qui a été souligné tout à l'heure dans le propos, la course au surdimensionnement d'une part et à l'efficacité, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur des besoins sociétaux, collectifs, avec des enjeux collectifs forts, et de venir chercher à cet endroit-là le moyen technique qui va être le plus efficace et le plus durable aussi, avec des enjeux de durabilité sociale, humaine, au-delà de la technique. Et donc vraiment mettre cette technique à l'échelle du moyen et pas de la fin. François, c'est à toi. Moi, j'ai une définition très pragmatique qui rejoint peut-être celle de mon collègue du Low-Tech Lab. Je dirais que je me situe dans la famille des produits. Je dirais que c'est réaliser un équipement indispensable à la planète, le moins coûteux possible et en même temps le plus durable possible. Merci beaucoup. Vous voyez, je pense que vous le saviez avant de venir, il y a quand même quelque chose qui revient dans la bouche de tout le monde ici, c'est un dénominateur commun, c'est par tous les moyens possibles et imaginables, que ce soit pour des produits ou pour des services, réduire la complexité, trouver des façons de faire plus simple, tout simplement parce qu'il faut consommer moins de ressources, parce qu'on rentre, ça va se voir très vite maintenant, dans les 10, dans les 15 ans, on rentre dans un monde de ressources rares. On parle beaucoup du pic de pétrole, mais on pourrait, Philippe, n'est-ce pas, parler aussi du pic de l'indium, du pic du palladium, du pic de l'or, du pic de l'argent, du pic du zinc. Ce sont des métaux pour lesquels on va commencer à rencontrer des problématiques très très sérieuses de rareté. Bon, on ne peut pas être sûr, mais allez, dans les 10-15 ans, on y est, quoi. Voilà. Et donc réduire cette complexité et puis faire durer tout le bazar, faire durer tous les objets pour arriver effectivement à vivre convenablement dans un monde de ressources rares. Alors ce que vous allez voir maintenant, et c'est ça qui est vraiment pour moi passionnant, très intéressant, qui me donne envie de me lever le matin et de faire comme eux, c'est effectivement des initiatives où vous n'êtes pas sûr qu'il y a un marché, vous n'êtes pas sûr que vous allez vous en sortir, mais vous mettez tout ce que vous avez dans le projet parce que c'est un projet qui est simplement vital. Alors on va effectivement questionner un petit peu chacun, voir ce qu'il a fait, comment il l'a fait, tous les enseignements qu'il ou elle en tire. Et vous allez voir que c'est quand même assez intéressant, assez passionnant. Donc Marie-Hélène, je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux nous présenter ton aventure de Sobérisé, pourquoi vous existez, c'est quoi votre raison d'être, c'est un terme qui est très à la mode, voilà. Partage avec l'assistance tous ces éléments, et puis ensuite, peut-être qu'on se posera entre nous un certain nombre de petites questions, et puis ensuite, chacun va faire la même chose que toi. Merci beaucoup. Alors moi, mon aventure, effectivement, mais tu l'as rappelé tout à l'heure, a commencé en 2017 avec quelques-uns des camarades, notamment de la Poste. Christelle est juste là, voilà, qui sont dans la salle. Et nous avons été rassemblés par une fondation qui, tous les ans, met sur la table un thème d'actualité. Et en 2017, ce thème, c'était finalement, est-ce qu'on peut faire sobriété et
efficacité, sobriété et compétitivité. Comment est-ce que ça fonctionne ensemble? Et au fur et à mesure de nos recherches, alors il faut que je vous précise aussi que nous avons fait un certain nombre de voyages. Donc je vais ici vous donner quelques exemples issus de ces voyages dans des pays dont les contextes culturels accueillent bien, a priori, la sobriété, mais sous des angles très différents. Je vais tout de suite vous donner quelques exemples de voyages. Celui de la Suède, d'abord. Alors la Suède, je ne connais pas beaucoup de mots de suédois, je connais le flygskam. Je connais aussi le lagom. Alors le lagom, c'est le juste milieu, le ni trop ni trop peu. Et il semblerait que ce soit culturellement très inscrit dans la culture suédoise, ce qui donne un terreau plutôt fertile pour faire naître la low-tech. Et en Suède, en particulier, nous avons visité un centre commercial qui est à Eskilstuna, qui est un petit peu au nord de Stockholm. C'est une ville d'importance moyenne qui a mis en place un centre commercial. Alors pour vous le figurer, c'est comme si vous aviez dans un tout petit rayon une déchetterie, un centre Emmaüs pour déposer des vieux objets, un centre Emmaüs où vous venez acheter des objets, des commerçants plutôt engagés socialement, des travailleurs sociaux qui vont trier et distribuer tous ces objets dans les bonnes cases, et puis des épiceries bio, et puis surtout des commerces qui vont vendre ensuite des produits upcyclés. Donc, ce centre commercial, alors pour la petite histoire, nous l'avons visité en 2017. J'ai fait une petite revue de presse récemment. Fin août, je l'ai retrouvé dans la presse néo-zélandaise. Une petite ville complètement perdue de 5000 habitants s'inspire de ce centre qui s'appelle Retuna, à Eskilstuna en Suède, pour créer la même chose chez eux. Donc, c'est une démarche low-tech. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une démarche déjà qui est très collaborative. Elle fait se rencontrer des tas de métiers, des tas de gens qui ont des compétences complètement différentes. Et ce qu'on a vu en 2017, qui a certainement progressé depuis, c'est que sur ce terreau-là, se développaient des low-tech vraiment, dans le sens où on avait vu, il y avait un métier à tisser, où il y avait des dames qui essayaient d'apprendre à la population de Eskilstuna comment récupérer des fibres textiles et en faire autre chose, des tapis, ou je ne sais plus trop quoi. Voilà, ça c'est une première illustration Suède. Est-ce que tu veux que je donne une deuxième illustration sur l'Inde tout de suite ou plus tard? Peut-être plus tard. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer un petit peu le projet en France de Sobériser? Alors, Sobériser, finalement, c'est un ouvrage qui a voulu, d'abord, c'est un néologisme, n'est-ce pas? Et c'est un verbe d'action, ça veut dire amener vers plus de sobriété. Et ce en quoi nous croyons, c'est que le monde de l'économie conventionnelle a cette capacité à nous amener ou nous aider, en tout cas, à aller vers plus de sobriété en adoptant des démarches sobres du point de vue de sa production, du point de vue de son organisation interne, et aussi, et ça c'est plus difficile, en promouvant quelque chose qui soit pas du consumérisme, mais une consommation plus sobre. Et cette partie-là est certainement la plus difficile. Donc notre raison d'être, c'est d'essayer de porter ces messages. Et vos membres, vos cibles, vos interlocuteurs, les gens vers qui vous portez ces messages-là? Nos membres, au départ, les membres sont effectivement les co-auteurs et puis un certain nombre de parties prenantes, en fait, de friends and family qui sont autour de nous et qui nous accompagnent sur ce projet depuis un moment. Nos moyens d'action aujourd'hui sont essentiellement prendre la parole lorsqu'on nous la propose. On a un certain nombre de projets, peut-être effectivement d'essayer d'accompagner peut-être des collectivités territoriales dans l'exploration des différentes facettes de la sobriété, parce que ça reste effectivement un terme dont il faut faire le marketing et l'explication de texte sous toutes ces dimensions, et la tâche est assez longue. Absolument. Quentin, à ton tour. Donc, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu, premièrement, la grande aventure du Low-Tech Lab, qui est une très belle aventure, et puis on avait, pendant la préparation, décidé ensemble de faire un focus sur la tiny house que vous avez construite, autonome, et puis surtout ce que ça a comme conséquence sur le changement de la manière de vivre. Ouais, ça fait déjà beaucoup de choses, alors je vais essayer d'être synthétique. C'est sûr, 3 minutes. Surtout que Low-Tech Lab, c'est pas tout jeune, enfin,
Donc c'est une association qui a été créée en 2013, mais qui a des activités qui ont démarré en 2010 au Bangladesh. Et en fait, depuis le début, il y avait la volonté du fondateur, qui est Corentin de Châtel-Perron, de vraiment, donc un ingénieur français parti au Bangladesh, vraiment essayer de faire plus sensé. C'était vraiment ça, je pense, le point de base. C'était un ingénieur, comme il y en a beaucoup qui sortent d'école d'ingénieurs aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire, voilà, plutôt que d'importer des matériaux de je ne sais où, comment est-ce qu'on peut faire avec des matériaux locaux, comment est-ce qu'on peut autonomiser un maximum pour éviter de dépendre de systèmes qui nous dépassent, comment est-ce qu'on peut produire par nous-mêmes de l'énergie, de l'alimentation, potabiliser de l'eau, etc., etc. Donc c'est parti de son expérience dans les pays du Sud. Et le premier projet qui a un peu lancé le Low-Tech Lab, c'était une expédition à la voile qui s'appelait Gold of Bengal, qui voulait tester l'autonomie sur un bateau grâce à des systèmes low-tech. Donc un peu tout ce que je viens de dire. Ça a été un gros échec. Et donc l'idée derrière, c'était, en fait, il y a plein d'inventeurs, de géo-trouve-tout, d'entrepreneurs qui, justement, dans ces pays où à la fois l'énergie est un peu plus sous contrainte, l'économie est aussi, etc., eh bien, innovent de façon frugale. Alors, on en a parlé. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait la même chose, la low-tech et l'innovation frugale. Peut-être que Philippe, tu pourras nous en dire un peu plus. Mais voilà. Et donc, il a décidé de monter une autre expédition qui s'appelle Nomade des mers, qui est encore en cours, qui est partie en 2016, qui est un tour du monde cette fois-ci, et qui vraiment, depuis 4 ans maintenant, va à la rencontre de ses inventeurs, réalise des documentaires Arte pour un peu expliquer le contexte, l'invention, comment ça marche, le reproduire sur le bateau, le tester, et documenter, c'est surtout ça le projet de départ du Low-Tech Lab, documenter à chaque fois la techno qu'on découvre, entre guillemets, ou qu'on rencontre, et en faire un tutoriel open source en ligne pour qu'un maximum de gens, partout ailleurs dans le monde, pour qui ça peut être pertinent, puissent le répliquer, s'en inspirer, l'adapter à leur contexte, etc. Et il se trouve que de cette première expérience-là, retour en France pour une partie de l'équipe qui avait assisté Corentin dans le départ, en fait, il y a beaucoup de solutions, issues des pays du Sud, qui sont difficilement transposables dans nos pays. Ce n'est pas les mêmes contextes climatiques, socio-économiques, etc. Et puis, ce n'est pas les mêmes besoins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la low-tech, ici en France, par exemple ? Et donc, il y a eu un projet qui s'appelait Enquête d'un habitat durable, qui pendant 1 an et demi a d'abord été faire un tour des low-tech en France, qui s'applique à l'habitat occidental français. Donc, je vous donnerai des exemples après. Mais ça a été un succès, il y a eu une web-série, et à la suite directement de ça, il y a eu une expérimentation, un peu comme sur le bateau fait Corentin. Comment est-ce qu'on peut intégrer cette douzaine de low-tech qu'on a documentées en France dans un petit habitat, vivre dedans pendant 1 an et demi. Donc c'était 2 de mes collègues, Pierre-Alain et Clément, qui ont mené cette expérimentation. Et en fait, mesurer, est-ce que c'est vraiment intéressant d'un point de vue économie de ressources ? Est-ce que c'est vraiment intéressant d'un point de vue impact climatique ? Est-ce que c'est vraiment intéressant d'un point de vue économique ? Changement d'usage, etc., etc. Et donc, au bout d'1 an, à nouveau, après 1 an et demi, ils ont publié un rapport qui, en fait, déjà validait quand même un certain nombre d'hypothèses, donc c'était assez rassurant. Donc, un chauffe-eau, par exemple, solaire, qui permet de chauffer l'eau, ou un chauffe-air solaire, qui permet de chauffer l'intérieur de la maison, simplement de façon passive, par des matières noires mises sous verre et qui captent la chaleur et qui la transmettent à un liquide calorifuge, à de l'eau ou à l'air de la maison. Pareil pour la récolte d'eau de pluie, le filtrage passif, la filtration en sortie d'évacuation par une phytoépuration, donc des systèmes plus ou moins naturels, simples, passifs, etc., qui permettent d'économiser énormément d'énergie dans l'habitat. Et finalement, le très peu d'énergie qui reste pour la lampe dont on a besoin le soir et recharger son portable, peut-être qu'on peut faire un écart et avoir par exemple un panneau solaire. On voulait tester l'autonomie aussi. Et donc en fait, ça c'était le point de départ un peu énergétique, j'ai envie de dire. Mais finalement, au bout d'1 an et demi, le constat du rapport, c'est non seulement que oui, ça fait ses preuves, à la fois économiquement, environnementalement parlant, a priori, c'est réplicable sur d'autres types d'habitats collectifs, urbains. Beaucoup de gens nous disent « Ah oui, mais les toilettes sèches en ville, c'est un peu compliqué. » Oui, en fait, c'est juste qu'on n'est pas habitué et qu'il faut se poser des questions de comment bien le faire, mais c'est possible. Et par contre, c'est sur les changements d'usage qu'il y a eu la plus grosse surprise, en fait. On s'est rendu compte que de vivre dans ces conditions-là, dans un mode de vie plus low-tech, ça changeait notre rapport
à l'eau qui coule au robinet. Ça changeait notre rapport au soleil qui se lève le matin, parce qu'il va chauffer ou pas à la maison, ou l'eau chaude, ou je ne sais quoi. Ça changeait notre rapport à la pluie, parce qu'en fait, ça recharge les cuves. Ça changeait notre rapport à l'alimentation, parce qu'en fait, on conserve des alimentations avec un garde-manger, donc il faut qu'on achète du frais. On s'approvisionne en vélo, parce qu'on essaie d'avoir un mode de transport cohérent. Donc, on ne peut pas acheter non plus en quantité monstrueuse chaque semaine. Donc, en fait, une des conséquences, par exemple, c'est qu'on a dû compter sur un réseau local d'acteurs à qui on a parfois filé des coups de main pour produire les légumes du coin, pour réparer les vélos du coin, ou des choses comme ça. On a aussi eu, par exemple, une bonne surprise qui était donc plus de liens, finalement, en local, mais aussi une meilleure alimentation, un rythme de vie, souvent parce que pas d'énergie à foison, donc peut-être plus ralenti, j'ai envie de dire, ou des choses comme ça. Et finalement, ça nous a posé la question de l'échelle en fait, de cette expérimentation, parce qu'à l'échelle individuelle, dans un petit habitat, ça marche, mais en fait, on n'est pas autonome. On choisit de se chauffer avec un poêle de masse et donc du bois, d'utiliser l'eau qui coule du ciel pour boire ou faire la vaisselle ou autre. Et l'enjeu, c'est à une autre échelle, peut-être plus collective, celle des réseaux de transport, parce qu'on utilisait le vélo, mais il n'y avait pas de piste cyclable là où on était. Des circuits d'approvisionnement en alimentation, qui étaient certes pour nous locales, etc., mais qui n'étaient pas déclinables à l'échelle de tout le monde. Et donc, on a vraiment eu la sensation, la conclusion de cette expérimentation, que la prochaine étape pour nous, c'est de s'intéresser à une autre échelle, non plus comment chacun, par un tutoriel du do-it-yourself, peut répondre à ses besoins, entre guillemets, de base, par de la low-tech, mais comment est-ce que collectivement, on peut s'organiser différemment, je donnais l'exemple des toilettes sèches en ville, pour répondre ensemble à nos besoins différemment. Et c'est pour ça que de plus en plus, moi je reviens un peu sur le mieux mais moins. Ouais, certes, mieux mais moins, c'est une démarche intéressante, et je pense qu'elle est pertinente dans plein d'aspects. Mais nous, ce changement de mentalité qui a opéré, il nous paraît clé en fait. On n'avait plus du tout pour objectif je sais pas, en fait, on n'avait plus la même notion de confort, on n'avait plus la même notion de temps, on n'avait plus la même notion de vie, etc. Et donc ce changement-là, je pense que c'est du coup faire mieux avec moins, certes, mais c'est finalement faire autrement, dans un autre cadre de pensée que celui qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Très, très intéressant. Et puis, on voit une chose fondamentalement inspirante dans ce que tu viens de dire, c'est que finalement, on part sur une approche low-tech à un endroit donné, et puis par capillarité, ça peut générer des transformations énormes tout autour. François, je te donne la parole puisque je sais que tu as une contrainte horaire. Oui, merci. Donc, tu nous parles, toi, de ton aventure, qui est également, mais dans un autre registre qui est bien normal, une aventure low-tech, qui est en plein boom en ce moment, c'est en cours. Voilà. Donc, à toi. Un tout petit historique et puis un lien avec mon collègue Quentin. Du coup, moi, je viens du monde de l'humanitaire. C'est là que j'ai rencontré mon acolyte d'Orsweg, le comédien Samuel Le Bihan. Et tous les deux, dans nos missions humanitaires, on a été frappés par l'impact des déchets plastiques dans les pays en développement. On dit que le plastique est une catastrophe en Europe, mais quiconque a été au Vietnam, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal voit que l'échelle n'est pas du tout la même. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait trouver des solutions pour réduire, donner de la valeur au plastique dans les pays en développement pour que les gens aient l'intention de le ramasser. C'était ça notre idée de base. On a réfléchi à des solutions de recyclage mécanique et puis on s'est intéressé à la pyrolyse, à la transformation du déchet plastique en diesel. On a regardé ce qui existait, on a vu des trucs en Asie avec des Japonais qui ne répondaient pas. Et là, à ce moment-là, j'étais devenu copain avec Corentin de Châtel-Perron, voilà le lien avec la table ronde. Et un jour, Corentin m'appelle en me disant « Tu sais, François, il y a un gars là, du fin fond des Alpes-Maritimes, il m'a envoyé un schéma de pyrolyse, peut-être que ça peut t'intéresser. » Donc avec mon collègue Samuel Le Bihan, on est allé voir Christopher Coste, qui effectivement, dans son garage dans les Alpes-Maritimes, avait élaboré un premier prototype de pyrolyse. Au bout d'une demi-heure, il avait préparé son petit feu, et au bout d'une demi-heure, il a tourné un bouton, il y a du diesel qui a coulé. Et on s'est dit, on était pas mal aussi inspiré par Corentin, on s'est dit, il faut qu'on crée une filière low-tech de pyrolyse à la française, adaptée pour les pays en développement. Et donc la pyrolyse, c'est je prends du plastique, je le chauffe,
et puis il sort du gasoil, quoi, c'est ça? Exactement, je le chauffe, mais sans oxygène. C'est-à-dire que ce n'est pas un feu avec du plastique, c'est contenu dans un réacteur. On chauffe le plastique sans oxygène à 450 degrés, ça casse les molécules et ça revient à son état naturel. Là où notre inventeur est astucieux, c'est qu'il a quand même trouvé une astuce, il a plugué une colonne de distillation qui est connectée au réacteur et qui fait qu'on arrive à séparer le diesel de l'essence et du gaz. Et donc aujourd'hui, on a mis un peu de temps à développer ce prototype. Aujourd'hui, on a un prototype qu'on a appelé la Chrysalis et qui permet de transformer 40 kg de déchets plastiques en 40 litres de carburant. Et les atouts de cette Chrysalis, elle en a 4 qui sont super importants, qui rejoignent les discussions qu'on a eues sur les low-tech. La première, c'est qu'elle est autonome en énergie. C'est-à-dire que la pyrolyse dégage un gaz. Ce gaz, on le capture, on le réutilise pour faire fonctionner la machine. Et donc, une fois qu'un cycle a été enclenché, on n'a plus besoin d'aller chercher de l'énergie à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'on peut l'installer dans des îles, on peut l'installer au milieu du désert, et on ferait du déchet plastique une ressource pour apporter de l'énergie. Le deuxième avantage, c'est qu'elle est à taille humaine. Aujourd'hui, il y a des gros projets de pyrolyse dans le monde pour refaire du plastique avec du plastique. Nous, on s'est vraiment positionné comme un acteur à taille humaine pour aller vers le déchet et pas que le déchet fasse des dizaines de kilomètres pour arriver à un centre industriel. Elle est donc mobile puisqu'on veut l'encapsuler dans un conteneur. Et puis, dernier point de connexion avec nos débats tout à l'heure, on la veut accessible en prix. On l'a positionnée aujourd'hui à 50 000 €. Alors vous allez me dire 50 000 € pour les pays en développement, c'est peut-être élevé. Mais l'ambition qu'on a, c'est que cet investissement puisse être rentable dans la durée et que l'entrepreneur qui acquiert cet équipement, il puisse générer du revenu pour lui-même. Eh ben merci, c'est très concis, très précis et très clair. Je souhaite vraiment beaucoup de succès à votre Chrysalis et à votre entreprise. Alors vous voyez au passage, je fais un tout petit commentaire rapide, c'est que l'approche low-tech n'est pas une approche de puriste, c'est une approche de pragmatisme. Vous avez d'un côté des plastiques qui bousillent toute la planète et la biosphère. Là, il y a une solution effectivement pour convertir ça en carburant, qui est du diesel. Bon, alors on peut dire beaucoup de mal du diesel, mais enfin à la fin de la journée, c'est quand même vachement mieux que ce qu'on a au début. Là-dessus, je pense qu'il n'y a vraiment pas débat. Merci beaucoup François. Donc je te passe la parole à Pauline, si tu veux nous parler toi de ton initiative low-tech dans le cadre de ton agence. Bien sûr. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça rebondit pas mal avec ce qu'a présenté Quentin. Nous, on a travaillé autour de la salle de bain. Parce que on reviendra aussi sur les limites de ces approches, mais on s'est rendu compte que la salle de bain, c'était le premier poste de consommation d'eau, et donc si on est dans une optique bien de réduction de la consommation des ressources, alors c'est un endroit dans lequel on peut aller regarder. Et notre objectif premier, c'était de se poser la question de la réduction de la consommation de la ressource. Nous, on est designers et il y a quelque chose qui nous a intéressés sur le fait de comment est-ce qu'on peut repenser complètement cet espace-là, et notamment en étant en lien avec cette notion du confort qui a été évoquée par Quentin tout à l'heure, parce qu'en fait, ce qu'on s'est dit, c'est ce serait vraiment important et intéressant de repenser le standard de ce qu'est la salle de bain, qui n'a pas bougé depuis les années 50 par ailleurs aussi, et d'imaginer un nouveau standard de confort. Qu'est-ce que serait une bonne salle de bain aujourd'hui ? Une bonne salle de bain, c'est une salle de bain qui ne consomme pas, mais c'est une salle de bain dans laquelle on se sent bien, parce qu'on est dans un rapport au corps, parce qu'on est dans un rapport à l'hygiène, à l'intime, et donc il ne s'agit pas d'être dans quelque chose de très radical, de se laver aux gants et d'être ermite, ni non plus d'être dans quelque chose de collectiviste, etc. Et donc nous, on s'est vraiment posé la question des usages et comment, en tant que designer, on peut réinventer l'imaginaire, les codes, les standards de ce que serait une salle de bain qui ne consomme pas. Donc on s'est lancé dans une exploration, comment on se lave ailleurs et dans le temps, et on a fait beaucoup d'expérimentations, on a pris beaucoup de douches, surtout mon collègue Joachim qui est dans la salle, et en essayant de réduire la quantité d'eau, en fait on s'est rendu compte que 90% de l'eau que l'on consomme, on ne l'utilise pas pour se laver, on l'utilise pour se chauffer. Et de par ce constat,
constat, cette observation, en fait, on a repensé la salle de bain en détournant le principe de la chaleur du principe de l'eau, et donc en installant un point de chaleur dans la salle de bain, qui est un point de chaleur, pour le coup, qui est une technologie qui est développée par une PME dans la région grenobloise qui s'appelle Verelec, qui est un miroir à infrarouge long, et qui est un miroir chauffant dans lequel, quand on passe la main, on a chaud en fait. Et donc ça permet d'être nu dans sa salle de bain et d'avoir chaud, et donc de ne pas utiliser autant d'eau pour se chauffer. C'est un peu le même principe que si vous avez bu des coups en terrasse et que vous avez les chauffeuses d'en haut. C'est globalement, on n'est pas très loin de ça, et ça consomme très peu. Ça consomme moins qu'un radiateur classique. Et donc l'idée, c'est vraiment de repenser la salle de bain autour non plus de la douche et du bac à douche, mais de cet espace chauffant devant lequel on vient se passer pour avoir chaud. Un espace, une vasque qui se remplit par le bas, parce que ça permet de ne pas être dans ce que tu décrivais, c'est-à-dire on ouvre l'eau et ça coule d'un point A à un point B sans se rendre compte de la quantité qu'on est en train de consommer, mais vraiment d'être dans une vasque et des objets qui sont en bois tourné qui nous permettent de venir s'arroser plus ou moins délicatement, ou s'asperger si on a envie, se glisser de l'eau sur la brosse à dents ou se laver les mains. Et donc vraiment de repenser complètement la façon dont on va se positionner dans le corps, dans les usages, mais aussi dans l'atmosphère de la salle de bain, qui n'est plus en carrelage, mais qui a un caillebotis en bois. Je ne sais pas s'il y a une photo, on avait prévu de mettre une photo. Bon. Il n'y aura pas de photo. C'est pas grave. Et donc qui vient à la fois repenser ce qu'est une salle de bain, parce qu'on est dans un univers qui est chaud, mais qui est en bois et qui est très agréable, parce que nous, notre recherche était aussi celle-là, c'était de pouvoir amener à l'appropriation et à la transformation des usages radicalement nouveaux, mais d'emmener les gens dans cette nouvelle façon et ce nouvel imaginaire de ce que serait le confort compatible avec les enjeux collectifs et environnementaux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et c'est à travers cette démarche-là qu'on a proposé finalement une façon par le sensible de capter la perception de la ressource, puisqu'il s'agit d'être en lien avec l'eau, mais avec tout un système d'objets, et dans une démarche qui effectivement a vocation à donner envie et à transformer l'identité et les imaginaires des objets tels qu'on les connaît actuellement, quoi. Merci beaucoup. Alors, je vous invite vraiment à aller voir sur Internet tous ces procédés, toutes ces innovations. Effectivement, on ne peut pas, pour un petit problème technique, on ne peut pas projeter des photos, mais par contre, la salle de bain, effectivement, Où sont les dragons, elle donne vraiment, vraiment envie, et avec une consommation d'eau à la fin de la journée qui est divisée par quoi? 5, 6, 10 10. 10, ouais. Voilà. Environ. Voilà. Christopher, tu nous parles de l'increvable ? Avec grand plaisir. Je me permets rapidement de rebondir sur les deux interventions bien sûr. Précédentes, parce que je trouve ça passionnant. En fait, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'Elotech, au-delà de répondre à une quête de sobriété, vient complètement requalifier la manière dont on répond aux usages du quotidien, notre rapport à la technique, ne serait-ce qu'avec juste cette articulation. Il y a les high-tech qu'on questionnait même plus. Et là, tout d'un coup, arrive un pendant, les low-tech. Et là, en fait, c'est un outil, au-delà d'être un outil technique, c'est un outil aussi intellectuel qui nous permet de questionner des choses qu'on ne questionnait plus. Et moi, je me suis mis à me passer au peigne fin l'ensemble de mon quotidien, comme ça, pour qu'est-ce que je pouvais low-techiser, entre guillemets. Ouais. Et derrière ça, au-delà de ça, c'est des nouveaux imaginaires, tu le disais, et un nouvel art de vivre qu'on propose, et qui reste à imaginer. Et donc c'est en ça, je trouve que, à mon avis, le concept de low-tech est très puissant, parce qu'au-delà de la solution technique, vers plus de sobriété, c'est un enjeu sociétal et quasi politique, hein, puisque là, à partir de là, il y a high-tech, il y a low-tech. Donc devant tout problème, entre guillemets, besoin, avec potentiellement une solution technique à la clé, on peut se dire, est-ce que les high-tech sont vraiment indispensables, ou peut-on aller s'orienter vers plus de low-tech? Si tu permets, je vais souligner un nouvel art de vivre. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Je pense que c'est l'enjeu des prochaines années, décennies et même du siècle à venir, parce qu'on est tous d'accord sur les constats maintenant, et nous, en tant que designers, c'est aussi notre travail de se pencher sur la désirabilité
d'un nouveau produit, mais d'un nouveau mode de vie. Et si demain, tout ce dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas désirable, si ça ne génère pas l'envie d'y aller, et c'est pour ça que des expérimentations comme la vôtre sont absolument incroyables, parce que là, on se projette concrètement, c'est empirique. Je passe une semaine dans la Tiny, je vois si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Je passe une semaine à me doucher comme ça, je vois si je m'y projette. Et peut-être même que ça sera mieux. Peut-être même que ça sera mieux, plus agréable, plus confortable, et qu'on fera des économies d'énergie et d'eau sans même s'en rendre compte. Et je pense art de vivre, ça veut dire mieux. Oui, différent et si possible mieux. Et donc je rebascule sur voilà, c'était une petite parenthèse, mais je pense qu'elle est fondamentale. Donc l'increvable, c'est une tentative de s'inscrire dans ce nouvel art de vivre, notamment en proposant une autre vision de l'électroménager. L'électroménager, c'est un peu comme tu le disais, voilà, il y a des choses qui n'ont pas bougé depuis 50 ou 60 ans. L'électroménager, grosso modo, c'est un des secteurs qui n'a pas foncièrement bougé dans l'approche qu'on a, de laver son linge, de griller son pain, etc. J'en passe et des meilleurs. Et avec mon associé Julien, on a, donc nous on est designer industriel, on s'est dit, ok, l'électroménager aujourd'hui, notamment le lave-linge, il y a un truc qui ne va pas là. Techniquement, on peut faire mieux, on peut faire autrement, on peut faire plus sobre, on peut faire plus réparable, donc plus durable, mais on ne le fait pas. Et donc là, on a commencé à démonter des lave-linges, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun frein technique à ça, et donc on s'est dit, bon, si personne ne le fait, on va le faire. Donc là, on a enfilé notre costume d'entrepreneur, la fleur au fusil, en étant bien loin de s'imaginer toutes les épreuves qu'on aurait à affronter au fur et à mesure du projet, mais avec cette ligne de se dire, on peut faire de l'électroménager aujourd'hui durable, réparable et évolutif. Et donc on a commencé par démonter des machines, fait notre premier imaginé, conçu notre modèle de machine donc réparable. Donc en quelques mots, en quoi l'increvable est plus durable ? C'est tout simple, on a remis au goût des jours des principes de conception qui se faisaient, qui ne se font plus. Un exemple, le roulement qui permet à la machine de faire tourner le tambour. Aujourd'hui, le roulement, il est encastré dans la cuve, qui est bien souvent en plastique. Donc, la cuve, on a commencé par la remplacer, on a remplacé la matière par de l'inox pour plus de durabilité. Et ensuite, le roulement, on l'a mis dans une pièce qui est amovible pour, en cas de panne, pouvoir le changer. Ça paraît bête comme ça, mais la plupart des smartphones aujourd'hui ont une batterie non amovible, du moins pas facilement. On en est à un stade où c'est comme si je vous disais que vous deviez jeter votre vélo parce que les patins de frein sont usés. On en est là. Pour les smartphones, pour l'électroménager, on en est là. Et donc on s'est dit que c'était possible de faire autrement. Et donc on a parcouru l'Europe à la recherche d'un potentiel partenaire industriel. Et je dis potentiel puisque le projet a dû tristement s'arrêter, faute de perspectives industrielles et financières. Mais en tout cas, ce qu'on retient de cette aventure, c'est que aujourd'hui, faire de l'électroménager low-tech, c'est tout à fait possible techniquement. Maintenant, il faut la société qui va avec. Oui. Et c'est pour ça que, heureusement, et merci aux organisateurs, et notamment à l'ENSI les ateliers, je tiens à mon école de design, ainsi qu'à Pauline d'être participant et contributeur de cette conférence, parce que c'est comme ça, en fait, en parlant, qu'on va dessiner ensemble un nouveau rapport à la technique et les modes de vie qui vont avec. Ok. Vraiment un très grand merci. Alors on va poursuivre nos échanges. Philippe, maintenant qu'on a entendu toutes ces innovations, toutes ces initiatives, tous ces projets qui sont tous plus risqués les uns que les autres, mais tous plus indispensables les uns que les autres, moi je m'adresse non plus à l'auteur, mais aux dirigeants. Voilà. Donc toi, tu es l'un des dirigeants de la REP, une grande agence qui travaille notamment sur l'urbanisme, tu vas nous en parler. Mais avec cette fonction que tu as aujourd'hui, comment tu envisages le déploiement à grande échelle dans la vraie vie de tous les jours, avec toutes les contraintes qu'on a de réglementation, de sécurité, de culture de la peur, de principes de précaution, et j'en passe et des meilleurs. Comment est-ce que tu vois la possibilité de développer ça à grande échelle
Et puis, qu'est-ce qui peut être possible en premier niveau dans le cadre de ton entreprise, de ton activité et des projets que vous conduisez? Oui, merci Alain. Alors c'est un peu la question piège, mais heureusement on s'était préparé. Donc, bon, c'est pas du tout évident, hein. C'est une feuille de route Bien sûr. compliquée. Alors c'est quand même là aussi un terreau fertile parce que d'abord la REP est au croisement de toutes les problématiques de construction, de bâtiments et de mobilité. C'est quand même les deux gros secteurs aujourd'hui émetteurs de gaz à effet de serre. Donc il y a un terreau qui est fertile aussi parce que finalement dans ces 1000 architectes, ingénieurs, designers qui composent la REP, il y a une grande envie. On ne rentre pas à la REP par hasard, on ne rentre pas dans le groupe SNCF tout à fait par hasard. Il y a un petit côté bien commun, il y a un petit côté mettre l'usager au centre, bien sûr. La question du besoin, etc. Essayer d'avoir une certaine frugalité aussi, à minima sur le côté économique, parce qu'on sait qu'à la fin, ceux qui payent, ce sont les citoyens, d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà. Et c'est vrai que historiquement, j'avais aussi constaté que dans les métiers du bâtiment et de la conception au sens large, il y a une propension, il y a un intérêt sur cette question de low-tech, peut-être parce que c'est un secteur qui est plus confronté peut-être à la réalité matérielle que quand on est, je sais pas, European Brand Manager chez Procter & Gamble. J'espère qu'il n'y en a pas. Enfin, s'il y en a un, il est bienvenu, on peut se saluer quand même. Mais du coup, voilà, c'est pas la même chose qu'un footprint de quelques usines mondiales ou je sais pas quoi. Donc, et puis le bâtiment low-tech, ça fait ou la ville low-tech, on commence à parler maintenant d'urbanisme low-tech, de slow-tech même. Ça fait moins peur que monter dans un Airbus low-tech, par exemple. Je ne sais pas si ça sera jouable un jour chez Air France, mais c'est vrai que ça donne moins envie, quoi. TGV low-tech, d'ailleurs, serait aussi un challenge, bien sûr, pour les questions de sécurité. Donc terreau fertile. Alors ensuite, ça passe d'abord par une grande conviction effectivement des dirigeants et de Raphaël Ménard, qui est président d'AREP, qui tire vraiment cette stratégie environnementale. Et derrière, on est poussé aussi par notre maître d'ouvrage préféré, Gare et Connexion, qui a sa propre stratégie environnementale. Il est où le président ? Alors je sais pas, il va lever la main peut-être. Moi je vois pas, c'est dans le noir. Mais bon, voilà, il est là. Bon, président, il faut y aller. Il est là. Non mais donc voilà, donc il y a cette force de conviction qui fait qu'aujourd'hui, d'abord on a une parole libérée, on en discute, on réfléchit à ce qu'on met dans nos offres, on modifie nos offres, on fait évoluer nos offres, le contenu, on fait évoluer, on se forme, on fait évoluer nos méthodologies. Alors notamment, on a cette méthodologie EMC2B, alors énergie, matière. Donc on pose toutes les questions de la matière. Quelle matière on mobilise? Est-ce qu'on peut faire du réemploi? Évidemment, on privilégie la réhabilitation. Alors c'est vrai que comme on travaille sur des objets qui sont souvent existants, sur du patrimoine, c'est entre guillemets un peu plus facile, mais le réemploi, c'est un énorme challenge. C'est un challenge économique, c'est un challenge réglementaire. Tu as mentionné ce frein-là. Donc on essaye d'avancer là-dessus. Sur les questions de climat, le deuxième C après carbone, donc c'est plutôt les questions d'adaptation, en se disant que le coup est parti, donc on va faire face, effectivement, c'est un peu comme les plastiques au Vietnam, ils sont là, maintenant il faut faire avec, donc les questions d'îlots de chaleur urbains, etc. Et puis les questions de biodiversité, qui sont un peu le parent pauvre pour l'instant. Je pense que c'est là qu'on est le moins, tous un peu les moins dotés, et pourtant c'est un sujet extrêmement aigu et qui monte en puissance. Donc voilà, alors après ça veut dire quoi? Ça veut dire d'essayer de... Alors nous, on est concepteurs, on accompagne aussi, on est assistant à maîtrise d'ouvrage, donc on peut conseiller. D'ailleurs, on se dit que de plus en plus, on va pouvoir conseiller les territoires à différentes échelles sur les questions justement de transition écologique, sur les questions de résilience. Tout ça, c'est très... On voit bien qu'il y a quand même une vague, là, et les municipales l'ont un petit peu montré aussi, même s'il y a eu beaucoup de... L'abstention a peut-être joué un petit peu. Mais voilà, donc on se dit qu'il faut... on dépend quand même d'une commande, mais cette commande, on peut la faire bouger, on peut la triturer, on peut aider à bouger les lignes, en se posant des questions du juste besoin, en se posant des questions du dimensionnement. Est-ce qu'on doit dimensionner sur le pic d'activité ou est-ce qu'on doit dimensionner sur une moyenne? Et puis on a d'autres moyens, des solutions qui sont plus flexibles, qui sont peut-être moins pérennes, moins consommatrices de matière pour justement gérer des périodes de pointe, des choses comme ça. Donc on essaye un petit peu de travailler la sobriété à toutes les échelles, dès l'expression du besoin, à travers notre activité de programmiste. Donc c'est vraiment là que ça se passe, et je pense que 70% du contenu carbone du bâtiment
il est embarqué au moment de la conception début, même du besoin. Est-ce qu'il me faut 1000 m² ou 500 m²? Est-ce que je vais pouvoir faire dans le futur, faire évoluer les fonctions de ce bâtiment pour ne pas vivre une obsolescence des lieux comme on peut vivre une obsolescence des objets, parce qu'il y a aussi la question de l'obsolescence des lieux. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans du zéro artificialisation, idéalement zéro artificialisation brute plutôt que zéro artificialisation nette. Comment on va pouvoir effectivement réemployer, réutiliser les bâtiments. Donc on travaille sur tout ça. Pas évident parce qu'on est inséré dans un champ de contraintes. Dans une inertie énorme. Alors il faut jouer toutes les composantes anthropologiques et on essaie de les jouer à tous les niveaux. Alors parfois, c'est une opération pilote plutôt sympa et puis on va en faire des tonnes autour de ça parce que ça va donner envie à d'autres de se lancer. C'est effectivement prendre des risques ensemble. Moi, je sens quand même des maîtres d'ouvrage, des clients, peut-être pas d'un point de vue institutionnel encore, mais en tout cas des acteurs dans chacune de ces organisations qui ont très envie d'y aller. Donc on s'appuie sur ces gens-là aussi pour essayer d'avancer. Et puis, d'essayer d'être sur une expertise sans faille en termes de qualité des projets qu'on peut rendre pour aussi se dire que c'est pas juste la cerise sur le gâteau, le côté environnemental, mais que c'est vraiment au cœur de la réflexion et que ça permet quand même de sortir des projets effectivement de qualité plus grande. Merci beaucoup. Je vois le temps qui passe à grande vitesse et moi j'aimerais bien vous écouter encore chacun au moins 1 heure, si ce n'est une journée, mais il faut qu'on respecte le timing. Alors on va avoir quelques temps pour les échanges. Si vous avez des questions, préparez-les. Maintenant, effectivement, on voit bien un challenge qui émerge, c'est donner envie, passer à l'échelle, trouver les solutions qui permettent de sortir du bricolage pour implémenter ça dans les produits que les gens achètent, dans les entreprises, etc. Et ça va être ma dernière question à chacun de nos invités. C'est-à-dire, de votre point de vue, c'est quoi la priorité pour passer effectivement au déploiement rapide? On a peu de temps. Je vous dis peut-être 1 à 2 décennies des low-tech dans nos sociétés modernes. Peut-être, Marie-Hélène, je te donne la parole en premier. Tu voulais nous parler tout à l'heure d'un autre exemple. Tu peux le présenter. Et puis après, la vocation de ton association Sobériser, c'est de pousser à la sobriété. Voilà, elle porte bien son nom. Donc, c'est quoi le plan ? Je vais répondre aux 2 questions en une. En fait, je pense que la sobérisation, ça passe effectivement par la transformation des modes de consommation, mais ça, je pense que tous les exemples qu'on a vus donner envie de ce nouvel art de vivre, la tiny house, la salle de bain et l'increvable, le montrent complètement. Donc là, il y a un très gros travail aussi de la part des entreprises encore une fois, l'économie conventionnelle pour essayer d'arrêter de pousser des choses qui sont en fait un peu inutiles et plutôt de promouvoir des usages ou des produits qui le sont véritablement et qui dépensent moins de ressources à être produits. Donc ça, c'est un premier volet, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est très bien démontré par ailleurs. Je pense qu'il y a 2 autres volets. Il y en a un qui est comment sobériser la production elles-mêmes dans les entreprises. Et puis ensuite, il y en a un sur les écosystèmes, parce qu'en fait, les entreprises, elles ne sont absolument pas isolées, et elles le sont de moins en moins, et elles dépendent de plus en plus d'autres parties prenantes. Donc, pour ce qui est des modes de production, en fait, moi, je suis assez optimiste sur la sobérisation des modes de production. À preuve, le développement de méthodes comme le Lean, qui vise à simplement chasser le gaspille, à avoir des ateliers propres pour consommer moins de matière, à faire de l'ordre pour ne pas faire les trucs 3 fois, pour ne pas perdre des outils, voilà. Donc ça, le Lean, le 5S, il y a certainement beaucoup d'entre vous qui connaissent ça. Et avec ça, l'innovation participative, parce que ce qu'on voit dans les entreprises, mais ça c'est depuis des décennies, c'est pas du tout récent, c'est pour ça que je suis très optimiste par rapport à ça. L'innovation participative, elle livre quoi comme genre d'idée en général? Des toutes petites choses. Un outil qui était tordu dans un sens, on va le tordre dans un autre, on va rajouter un rétroviseur pour voir quand on va dans un moteur, voir l'arrière. Bon, des choses très simples, c'est vraiment du low-tech en fait, très souvent. Hein. Donc ça, je pense que c'est en marche et que ça progresse et ça va continuer à progresser. Ensuite, dans les modes de production, il y a autre chose, c'est que
par exemple, une entreprise qui a un Fab Lab, elle va promouvoir aussi souvent des innovations assez low-tech. Je vais vous donner quand même un petit exemple dans l'aérien, parce qu'effectivement, on ne va pas nous faire monter dans des Airbus low-tech. Mais par contre, sur la piste, on a des engins qui, traditionnellement, sont des moteurs à moteur diesel. Air France travaille avec une start-up qui s'appelle Carwatt, qui reconditionne des batteries de Zoé pour les installer sur les tapis de bagages qui sont des engins qui étaient opérés au diesel. Voilà. Ça, on peut viser la neutralité carbone très vite. Par contre, on ne peut pas viser la neutralité carbone sur les avions, bien entendu. Donc, ça veut dire aussi, du coup, pour les entreprises de s'associer à d'autres acteurs, à des startups qui vont, sur certains secteurs, vraiment faire progresser la trajectoire. Et puis enfin, un mot sur les écosystèmes, et du coup, je vais reboucler un petit peu sur l'Inde, qui est un autre pays qu'on a exploré. Alors, l'Inde est un autre terreau de sobriété, pas du tout comme la Suède. Là, on est souvent plus dans une sobriété contrainte par la rareté des ressources, et c'est ça qui suscite une créativité incroyable. Et quand on était en Inde, à Bangalore en particulier, on a visité 2 grands centres de recherche de 2 très grandes entreprises. La Société Générale, qui était plutôt dans le high-tech, IoT, l'intelligence artificielle, le machine learning, etc., et la blockchain. Et puis juste à côté, on avait un centre de recherche 1000 ingénieurs de Schneider Electric. Et en fait, là, ce centre de recherche-là, de Schneider Electric, est vraiment dédié à de l'innovation plutôt frugale, avec l'intention de vendre ces objets ou de distribuer ces objets dans des milieux, dans des pays émergents. Donc, par exemple, il y avait une lampe solaire qui s'appelle Mobilia, qui en fait est distribuée avec tout un accompagnement, l'accompagnement qui va bien, pour que les personnes qui la reçoivent sachent la maintenir le plus longtemps possible, et avec une prévision de l'ensemble du cycle de la circularité pour la récupération de la lampe et son recyclage derrière. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est très inclusif. Un autre terreau, un autre écosystème qui, effectivement, est plutôt favorable aux low-tech. Et je pense que les low-tech, on est beaucoup sur de la coopération. Merci beaucoup. Quentin, next step. Ouais. Alors moi déjà, je voulais peut-être un peu remettre les pieds dans le plat, mais je trouve tout ce qu'on présente hyper pertinent par chacun un bout, en fait. Mais du point de vue de la low-tech, qui est le sujet de notre conférence, j'ai peur qu'on réduise parfois la low-tech à, par exemple, une démarche lean. Ce que je pense qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est bien de faire une démarche lean dans un sens, c'est souvent utile et ça permet de faire des économies, etc. Souvent des économies de coûts aussi. Mais je pense que, comme tu l'as dit, et je te remercie Christopher, la low-tech, c'est vraiment... c'est ce que j'essayais de dire un peu tout à l'heure, c'est un changement plus profond. Je repense à un dirigeant de Renault, alors je ne sais plus comment il s'appelle, donc je ne pourrais pas le citer du coup, mais du coup je voulais pas, bref, qui nous avait dit, ça nous intéresse vachement la low-tech, parce que justement, sur les chaînes de production automatisées maintenant, il y a des techniques japonaises qui consistent à utiliser des poids balanciers pour éviter de consommer de l'énergie sur les chaînes de prod, parce qu'en fait, ça consomme de l'énergie, les robots, en fait. Ah ouais, du coup moi je l'ai dit, c'est trop bien, mais je pense pas que ce soit la low-tech qui puisse vous aider. Enfin, il y a sûrement plein de choses qui peuvent vous aider, typiquement de méthodes d'optimisation japonaises qui existent, mais je pense pas que ce soit ça la low-tech, ou en tout cas j'ai peur qu'on réduise la low-tech à une démarche encore une fois, on a fait un peu mieux en réduisant un peu, même si c'est des étapes, effectivement c'est un processus, il faut commencer par là, etc. Et du coup, le changement dont tu parlais tout à l'heure, dont on a parlé un petit peu, le changement d'imaginaire, moi je pense que là c'est un levier extrêmement fort. Et ça pose la question de la responsabilité en fait d'aujourd'hui, qui est ce qui définit les imaginaires. Pourquoi est-ce qu'on a tous envie, pour les vacances, de prendre l'avion, alors qu'on sait que si quelqu'un prend l'avion, si on prend l'avion une fois par an, par exemple, on explose son bilan carbone de l'année. Alors après, on peut essayer de le compenser. Bon. Donc comment ça se fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est ça qu'on désire, et non pas, je dis n'importe quoi, aller faire un tour du canal de Nantes à Brest en vélo, ce qui est cool à faire aussi et qui consomme quand même un peu moins d'émissions carbone. Et je pense que dans ce qu'on a dit, il y a beaucoup de référentiels. C'est toi souvent, Philippe, qui parle de décalage du point de référence. On en a un peu parlé aussi avec la salle de bain. On a maintenant envie d'avoir chaud dans une salle de bain. Avant on s'en foutait, mais maintenant c'est important. Et ben donc comment est-ce qu'on peut redécaler le point de référence d'une autre façon, et sans que ce soit, je suis entièrement d'accord, sans que ce soit
le retour à la bougie. Alors on nous balance toujours ça, voilà. Oh, ils retournent dans la caverne, on est des ermites, tout ça, tout ça. Non, non, en fait, c'est désirable et c'est une sorte de, c'est pas le rêve américain, mais c'est peut-être le low-tech dream, quoi. Alors, Philippe, tu parlais de low-tech nation. Voilà, le low-tech dream maintenant. Après l'American Dream. Et donc, voilà, ça demande d'écrire des nouveaux récits. Et tous, je pense, ici, par exemple, vous participez à écrire des nouveaux récits dans la communication de votre entreprise, dans votre débrief de vacances, enfin, je veux dire, dans votre flux de réseaux sociaux, etc. Et je pense que, du coup, on a une responsabilité collective à opérer cette transition un peu plus profonde, qui, du coup, va toucher à des repères peut-être qu'on n'a pas encore questionnés. Ce que je disais, on parlait tout à l'heure voilà, d'économie. Je pense qu'une transition profonde, c'est aussi une transition qui change de modèle économique, qui change de modèle politique, qui change de modèle... Merci de l'avoir cité encore. Et donc bref, donc, je pense que ça ouvre en fait la boîte de Pandore un peu, j'ai envie de dire. Et cet outil de simplement dire comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins de base, plus local, plus réparable, machin, et être un peu plus résilient, plus autonome dans notre rapport à la technique. En fait, ça ouvre des pans monstrueux de remise en question de choses qu'on n'a pas remis en question. Donc, je vais abréger là-dessus. Mais voilà, donc pour nous, on pense qu'effectivement, pour véhiculer ces imaginaires-là, c'est aussi démontrer qu'on peut produire différemment. C'est plus de l'industrie, c'est plus à échelle globale, mais c'est local et c'est petit. Et ça répond parfaitement aux besoins locaux parce que c'est très directement connecté à ce besoin. C'est pas forcément non plus de l'artisanat pur et dur comme on entendait, mais peut-être que c'est un mix entre les deux. C'est des villes, effectivement. Je pense que les villes voilà, concentrent beaucoup d'enjeux. Donc pour nous, c'est un peu les prochains sujets. Voilà, comment est-ce que des organisations produisent des low-tech, produisent de l'impact avec des low-tech, avec des modèles d'organisation qui sont complètement différents, des modèles économiques qui sont complètement différents. Et comment est-ce que du coup, à l'échelle d'un bassin de vie, par exemple, à l'échelle d'une biorégion, eh ben, ça laisse imaginer une ville qui est organisée différemment, en fait, vraiment. Et donc voilà, donc on essaiera de le faire à Concarneau, je pense, parce qu'on est basé à Concarneau pour l'instant, mais on a aussi un partenariat qui vient d'être signé avec la ville de Boulogne-Billancourt, donc on va pouvoir comparer, je pense, deux contextes un petit peu différents. La Bretagne, le Finistère Sud et la région parisienne. Donc voilà, je pense que ça va être ces enjeux-là pour le Low-Tech Lab, la suite. Super. Réaffirmer un peu le potentiel de changement que représente la low-tech. Merci beaucoup. Je veux laisser quelques minutes pour la salle. Christopher, toi, ta proposition pour le déploiement, le coup d'après? Oui, je vais faire rapide. Je dirais deux mots. Diminution, diffusion. Diminution tout d'abord parce que je pense que low-tech c'est bien, no-tech c'est encore mieux. Il y a clairement des besoins qu'on peut satisfaire sans objet ou avec des objets qui n'ont pas de technologie. Et je vous invite chacun à faire ce jeu de passer au peigne fin l'ensemble des objets que vous avez chez vous en vous disant en ai-je vraiment besoin? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut faire l'affaire autrement, avec moins de technologie embarquée, etc. Vous allez voir, c'est assez passionnant à faire et en fait, il y a pas mal de choses qu'on peut supprimer. Donc je pense déjà ça réduire. Et puis la diffusion. Je trouve ça assez enthousiasmant et rassurant que des instances comme la SNCF et la REP embarquent des gens comme des personnes comme Philippe, qui portent quand même une vision de la technique. Espérons qu'ils n'ont pas regretté. On verra. Blague. En tout cas, ça envoie un signal que je trouve fort et intéressant pour les années à venir, puisque voilà, les petits pas, c'est bien. Là, c'est une vraie grosse vague qu'il faut. Si on veut vraiment réussir à vivre autrement de manière choisie et non subie. Okay. Et donc il y a un vrai passage à l'échelle à faire et ça on n'y arrivera qu'en le faisant tous ensemble et de manière forte. Merci beaucoup. Apolline, un petit mot et puis un autre petit mot de Philippe et puis après 2-3 questions de la salle. Je suis sûr qu'il y en aura beaucoup trop mais c'est pas grave. Oui, je rejoins évidemment tout ce qui a été dit. Effectivement, l'idée aussi, c'est qu'on est face à une rupture qui est une rupture de choix et donc une rupture politique et que c'est des choses qu'il faut rappeler aussi. C'est pas un gros mot, c'est un choix de vie, un choix de société, d'une part, et que d'autre part, effectivement, le prisme, pour l'instant, tous les petits projets qu'on a présentés avec beaucoup de respect que
que j'ai pour les projets aussi que j'ai présentés moi-même sont des projets qui sont à l'échelle de changement de comportement individuel. On va avoir sa petite maison avec sa machine à laver et sa super salle de bain, mais on oublie à cette échelle-là que effectivement l'impact de la consommation des individus est minime par rapport à l'impact de la consommation des systèmes de production, comme le soulignait Marie-Hélène, des enjeux évidemment économiques et industriels, et que ça c'est un enjeu fort dont il va falloir se saisir. C'est on peut tous changer à notre petite échelle notre habitat, mais ça ne va pas changer grand-chose à l'état général dans lequel se trouve l'environnement du point de vue de la planète et du point de vue économique évidemment. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est qu'effectivement, là, il y a un ensemble de premières initiatives qui sont portées, qui sont exploratoires, et qu'il va s'agir aussi, à mon sens, de se fédérer et de s'outiller, en particulier du point de vue de concepteurs comme nous, qui allons avoir besoin d'outils pour évaluer, pour réaliser des choix de conception. C'était évoqué par Philippe. On a des outils qui sont des outils ingénieriques sur des objets très déterminés qu'on appelle les analyses de cycle de vie, mais qui sont utiles une fois qu'on a bien tout verrouillé et qu'on sait exactement quel va être l'objet ou le système qu'on va produire. Il va falloir à un moment se doter de capacités d'analyse et de choix de conception amont dans des projets d'innovation et dans les projets d'exploration. Voilà, donc tout un ensemble de choses, de partage de bonnes pratiques, de partage de raisonnement qui va être important à mon sens, qu'on n'a pas trop évoqué, donc ce système de fédération des acteurs et de partage entre les acteurs qui me semble intéressant. Et je souligne juste à ce titre que c'est un travail qu'on a commencé à engager à l'échelle des concepteurs et des designers autour d'un mouvement qu'on appelle les radicales et qui cherche à justement trouver la place des concepteurs et des designers dans l'écriture et la mise en forme de nouveaux récits et de nouveaux imaginaires, mais aussi dans la pratique et le partage d'outils qui permettent de le faire. D'accord. Là, sur l'estrade, vous représentez 50% de l'effectif, les designers. Philippe, tu veux dire un mot ? Oui, juste une petite provoque et deux pistes pour passer à l'échelle. Ouais. La petite provoque, c'était qu'en fait, on a tous expérimenté les low-tech récemment à l'échelle planétaire. C'est la réponse à l'épidémie de Covid-19. Ouais. Puisqu'en fait, si vous regardez bien, l'essentiel de la réponse a été comportemental. Ouais. C'est-à-dire, en gros, on reste chez soi et on porte un masque, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas la technologie, c'est pas le séquençage de l'ADN du virus ou de l'ARN du virus, pardon, dans les X semaines qui a suivi, qui nous a sorti de la crise. Enfin, d'ailleurs, on n'avait pas sorti. C'est juste du comportemental. Alors certes, un petit peu aidé de manière pénible par un aspect réglementaire sur le mode tu imprimeras ton papier avant d'aller promener ton chien, mais disons que voilà, c'est quand même, enfin voilà, c'était une remarque. Alors sur le passage à l'échelle, moi je vois deux choses parmi plein d'autres, et je souscris à tout ce qui a pu être dit. Il y en a une sur la question fiscale. Et pour le coup, là, la question fiscale, c'est intéressant parce qu'on ne peut pas convoquer l'Europe pour dire ah ben là on peut pas, on peut faire ça chez nous. C'est tant qu'on n'a pas pris en compte la question des externalités négatives de la consommation de ressources, de la consommation d'énergie, pour alléger le coût du travail humain, c'est-à-dire le fait que l'ensemble des contributions sociales qui font la protection sociale d'un pays comme la France, 450 milliards d'euros, est posé sur le travail humain, et qu'il y a 3 milliards sur la taxe carbone et que ça fait sortir tout le monde sur les ronds-points, mais tant qu'on n'a pas rééquilibré ça, eh bien en fait, l'économie de la réparation restera une galère. L'économie qui met plus de travail humain pour des produits des tomates qui sont meilleures que des tomates automatisées, eh bien, ça sera plus cher, ça sera plus difficile. Donc il y a un vrai enjeu à faire glisser la fiscalité sur les matières premières et l'énergie et le climat. La deuxième chose, c'est la question du soutien institutionnel. Et en fait, j'aurais même mis la pichenette sur la question de la recherche, parce que c'est affreux. C'est vrai que ce qui est devenu la recherche aujourd'hui, c'est n'importe quoi, parce qu'effectivement, c'est la tautologie de l'économie poussée. C'est-à-dire, en gros, ça y est, j'invente un truc, mais bon Dieu, comment est-ce que je vais bien pouvoir leur fourguer le réfrigérateur connecté, quoi. Et en fait, personne n'en veut du réfrigérateur connecté qui fait ses courses tout seul. Ça fait 20 ans qu'on nous bassine avec, et on essaie de le remettre quand même, parce que derrière, c'est des programmes financés. Enfin, on a mis la recherche cul par-dessus tête. Et la question de l'institution, enfin, moi, je pense que le soutien institutionnel, c'est un effet d'échelle énorme. C'est-à-dire, entre le petit
le petit magasin en vrac, bio, sympa, qui fait des formations le jeudi soir pour apprendre à 3-4 personnes à faire leur dentifrice seul. Hein, on connaît tous ça. Et le truc avec la région Nouvelle-Aquitaine décide de passer 0 déchet et donne une injonction immédiate à l'ensemble de ces lycées, à l'ensemble des entreprises, à l'ensemble des institutions, des entreprises publiques de la région. Et tout le monde doit avoir un référent 0 déchet. Bon Dieu, ça ferait autre chose. Entre la petite expérience de Sanisette où on récupère l'urine, parce que et la région Île-de-France qui dirait « moi je vais reboucler le cycle du phosphore et maintenant c'est comme ça ». Et on va s'y mettre, enfin, je veux dire, ça serait un truc de dingue. Donc, bien sûr. Voilà, un petit appel au courage institutionnel, parce que je pense qu'il y a tout ce qu'il faut dans les entreprises, partout, chez vous, chez nous, dans les administrations. Il y a des gens qui ont envie, mais on est bloqué, on se heurte à une question économique, mais à cause d'une fiscalité, je veux dire, ça peut se bouger, et puis on se heurte aussi à la timidité institutionnelle. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a... une ou deux questions dans la salle, on ne pourra pas en prendre plus qu'une ou deux. Et puis le temps est bientôt écroulé. Donc, hein? Oui, allez-y, parlez fort, parce que je crois qu'on n'a pas le droit de passer les micros. Donc que votre voix porte. La réponse est oui, et chez AREP, on veut devenir un référent mondial, parce qu'on est aussi basé en Chine et au Vietnam, de la construction bas carbone. Donc la réponse est oui, bien sûr. Techniquement, il y a plein de choses. On voit par exemple ce qui a pu progresser en termes de construction bois, et du fait qu'on peut monter des étages, etc. Il y a des choses à faire. Le problème est que si on veut passer à l'échelle, encore une fois, il faudra construire moins. Parce que si on se met à construire des bâtiments en bois géniaux, mais autant qu'on en construit aujourd'hui, on aura un problème. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on s'est extrait au 19e siècle de la contrainte surfacique grâce à la chimie et aux énergies fossiles. Ça nous permet d'avoir effectivement la gabegie de construction qu'on a aujourd'hui. Mais se réinscrire dans des contraintes qui sont des contraintes biosourcées, géosourcées, etc., amène des questions. Alors on peut faire des très beaux projets, et donc on est content, mais à côté, il faut que d'autres continuent à faire des très mauvais projets. Et donc ça va être ça le truc, c'est que nous on ne veut pas juste faire des bons projets. On veut faire des bons projets, mais on veut embarquer aussi l'ensemble de la profession. Et pour ça, ça veut dire qu'à un moment, construire moins, construire mieux, réembellir les villes, requalifier des zones commerciales qui ne serviront plus à rien, ou des bureaux, et on les repassera en logement, on fera autre chose. Il faut absolument convoquer le parc existant, et pas juste se focaliser sur les nouveaux projets, sinon on a un problème. Je me permets de juste citer une référence. Il y a plusieurs architectes qui ont monté un manifeste qui s'appelle le Manifeste pour la frugalité heureuse et créative en architecture et dans le milieu du BTP largement. Et il me semble que notamment sur la question des matériaux, ils sont très en lien avec tout ce qui est construction naturelle, terre, bois, fibres et autres. Et ça pose la question aussi de fabriquer localement en fait, avec les matériaux qu'il y a sur place, si on a besoin de fabriquer. Je rejoins Philippe sur le fait qu'il n'y a pas forcément toujours besoin. On a le temps pour une deuxième question, monsieur. Désolé, on ne pourra pas en prendre plus, malheureusement. C'est pareil, je me permets, mais ça fait 2 fois du coup, mais donc c'est une très bonne question. Quand on parlait de changement profond, je pense que par exemple, c'est ce type de choses qu'on pourrait un peu remettre en question. Et vous avez aussi mentionné la concurrence. Je pense que dans un monde contraint, la concurrence, elle fait pas très long feu, parce que se tirer dans les pattes, c'est pas le truc le plus efficace quand on est un peu mis en situation difficile. On a qu'à voir par exemple pendant le Covid, il y a tout le monde qui a mis en commun tout ce qu'il pouvait, à la fois localement pour s'entraider, mais aussi à l'échelle des labos pharmaceutiques, etc. Donc je pense que ça va être plutôt de la coopération et du coup que les brevets vont clairement être mis en question. Nous, au Low-Tech Lab, on est convaincus
la valeur et de la valeur ajoutée en fait de la libération de connaissances techniques, de la démocratisation de connaissances techniques. Peut-être qu'il ne faut pas le faire sur tout, je me doute qu'il y a des secteurs dans lesquels c'est plus compliqué, mais en tout cas voilà, l'open source pour moi est vraiment un levier, c'est une des valeurs fortes de Low-Tech Lab. Après, un exemple tout bête, très rapide, une des premières organisations qu'on trouve particulièrement inspirante et incarnant la démarche low-tech un peu à toutes les échelles, c'est un centre de formation qui accompagne des individus et des collectivités à s'équiper, à autoconstruire et à dimensionner, autoconstruire et s'équiper en système de chauffage plus ou moins autonome, donc notamment des panneaux solaires thermiques, comme je le mentionnais tout à l'heure, très très simple à fabriquer et à installer, mais aussi des poêles bouilleurs qui permettent d'être attachés l'un comme l'autre au système d'eau chaude sanitaire ou au chauffage central, sur des maisons, sur des bâtiments publics, etc., etc. Et il se trouve que eux, pour l'instant, n'ont pas fait le choix de l'open source. Voilà, parce que ça n'empêche que toutes leurs formations sont remboursées par, ils ont toutes les accréditations possibles, les certifications possibles pour que n'importe qui, un chômeur, un employé, un jeune, puisse acquérir une formation comme la leur. Mais voilà, pour l'instant, ils n'ont pas fait le choix de l'open source. Ils se posent la question, quoi libérer, comment, etc. Et il y a plein de licences différentes, ça ne veut pas forcément dire pas faire d'argent, bon, ça veut pas forcément... Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on aurait tous aimé que la discussion se prolonge, notamment avec vous dans la salle. Merci de votre participation. Mon petit mot de la fin, si vous permettez, en une seconde, c'est que je voudrais insister là-dessus. On n'est pas là pour opposer les high-tech et les low-tech. C'est simplement qu'il faut déployer massivement les low-tech, de sorte qu'il reste assez de ressources pour les high-tech quand on en a vraiment besoin. Je suis très content des scanners, je suis très content des échographes, je suis très content des ordinateurs et de l'Internet. Il faut qu'on préserve tout ça, mais pour arriver à préserver tout ça durablement, nous avons effectivement une absolue nécessité de déployer les low-tech. Et c'est la raison pour laquelle, chez Goodwill, on a créé une école low-tech en Bretagne, effectivement, pour apprendre aux gens à fabriquer des low-tech. Merci à tous, merci à toutes. Merci.